Bienvenue à notre webinaire Trucs et astuces pour rouler 4 saisons. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, aujourd'hui, je vais être votre animatrice. Mon nom, c'est Marie Charbonneau. Je suis chargée de projet au Centre de mobilité durable. Je pense que ça vaut la peine que je vous explique un peu c'est quoi le Centre de mobilité durable de Sherbrooke, car peu d'entre vous sûrement connaissent le Centre de mobilité durable. C'est plus communément appelé le CMDS. Le CMDS a deux rôles. Premièrement, c'est une table de concertation avec plusieurs partenaires puis parties prenantes de la mobilité à Sherbrooke et en Estrie. La table de concertation, c'est un moyen pour ces partenaires-là de s'exprimer sur leurs enjeux, leurs projets, puis leurs besoins de mobilité pour éviter le travail en silo. C'est copiloté par la Ville de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke. Notre deuxième mandat, en fait, nous, on est mandaté par le ministère des Transports du Québec pour aller vraiment conseiller tant les employeurs, les institutions que les municipalités en matière de mobilité durable. On organise également le CMDS, la Semaine de la mobilité durable à Sherbrooke. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui. En fait, on organise cette semaine-là pour vraiment aller promouvoir la mobilité durable dans son ensemble. Je vous invite à vous abonner à notre page Facebook si vous voulez être tenu au courant des nouveautés annuelles parce que chaque année, la Semaine de la mobilité durable revient puis on donne plusieurs formations ou webinaires de ce genre-là. Bonjour tout le monde et bienvenue. Merci Marie de m'avoir invité à ce webinaire sur comment rouler 4 saisons. Je suis un ancien formateur à la Déraille. Donc c'est quoi la Déraille? C'est une coopérative, c'est un atelier communautaire qui est ouvert à tout le monde à Sherbrooke, étudiants ou pas étudiants, avec juste un membrariat à 10 $ à vie. Vous aurez accès à tous les outils à l'atelier, aussi sur place pendant les permanences affichées sur le website. Il y aura des bénévoles sur place pour vous aider si jamais vous avez des questions concernant les réparations de vos vélos. Donc oui, encore une fois, aujourd'hui, on va parler un peu plus du vélo d'hiver et c'est parti. On brise la glace en vous posant une petite question. Selon vous, quel est le meilleur type de vélo pour effectuer un déplacement l'hiver? Vous pouvez utiliser la boîte de conversation et inscrire la lettre qui correspond à votre réponse. Donc, si vous écrivez A, c'est pour dire un fat bike, B, un vélo hybride, C, un vélo électrique ou D, un vélo de montagne. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour écrire dans la boîte de conversation, excusez-moi, la réponse à votre question. Cool. Wow. I have to say, Héloïse, I'm impressed. Héloïse a mis le doigt dessus. Donc, si je fais le tour rapidement, là, on a quelques B, plusieurs A, puis même un D. Donc, on voit que les choix sont assez diversifiés, mais sinon, je crois que le grand gagnant serait le fat bike. Ouais, donc en fait, je le sais, le fat bike, c'est vraiment cool. C'est le plus cool pour rouler en hiver sur la neige, mais vraiment, on peut utiliser plusieurs sortes de vélos pour faire du vélo en hiver. Il faut juste qu'on soit capable d'avoir la bonne largeur de pneus, donc suffisamment d'espace entre la jante et la fourche pour être capable de mettre des pneus un peu plus larges. Donc aujourd'hui, on va parler de comment adapter son vélo pour rouler avec en hiver. Donc, on va parler des accessoires dont on aura besoin. On va parler des cadres du vélo et des pneus. On va aussi parler d'entretien. Mais avant que j'oublie, il y a quelque chose qui est plutôt important. Un vélo de route, par exemple, avec une fourche qui est tellement... avec un espace tellement étroit qui ne permet pas d'avoir des pneus plus larges que 25 mm est vraiment pas recommandé pour l'hiver parce que c'est très mince et ça peut être dangereux. Mais tous les autres types de vélos qu'on avait mis dans les réponses, que ce soit un fat bike, un vélo de montagne, un vélo hybride, un vélo de gravel, tout c'est possible tant qu'on a l'espace suffisant entre la fourche et la jante. Donc, accessoires requis.
Premièrement, la visibilité. Donc, en hiver, il fait noir plus tôt. Il faut être visible, ça prend une lumière en avant, une autre en arrière. Normalement, le prix, c'est entre 20 $ et 150 $, dépendamment de l'intensité de lumière qu'on veut. Conseil numéro 2, c'est mettre des garde-boue. C'est vraiment, vraiment important pour protéger le cadre du vélo, le système de transmission et aussi pour se protéger avec le cycliste, parce que c'est tellement pas agréable d'arriver à la destination avec des pantalons mouillés. C'est vraiment cool. Et c'est vraiment cool d'en avoir. Donc là, le prix varie entre 35 $ et 200 $, dépendamment du type de vélo, de l'espace qu'on a entre le cadre et les pneus. Donc là, par exemple, c'est un exemple de vélo. On voit sur l'image qu'il y a un espace de 4 cm entre le haut de la fourche et la jante. Donc ça, par exemple, ça nous permet de mettre des pneus dans les largeurs de 42 mm ou 40 mm si je ne me trompe pas. Et aussi, ça nous permet d'avoir suffisamment d'espace de mettre des garde-boue et des points d'attache sur le frame. Donc là, aussi, c'est vraiment pratique d'avoir un porte-bagages. Si on fait des distances de plus que 20 minutes avec un sac à dos, si on transporte des trucs un peu plus lourds, ça devient pratique d'avoir un porte-bagages sur le vélo aussi. Mais là, on peut se poser la question, mais attends un peu là, est-ce qu'on peut avoir un porte-bagages et en même temps un garde-boue? Actually, oui, mais tout dépendamment du cadre du vélo. À gauche, on voit dans l'image, c'est un exemple de cadre de vélo avec 2 points d'attache. Donc, on est vraiment capable de mettre un porte-bagages et un garde-boue. Et si on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a vraiment 2 vis, 2 points d'attache différents qu'on utilise. Mais même si on n'a pas de points d'attache sur le cadre de notre vélo, on peut tenter d'utiliser une vis qui est un peu plus longue et attacher les 2 accessoires au même point. Aussi, il faut rester au chaud. C'est vraiment important avec une tuque et des lunettes de ski. C'est vraiment, vraiment utile. C'est pas une joke, là. Moi, je l'utilise pendant l'hiver, quand il y a de la neige, pour être capable de voir. Sinon, on va juste fermer les yeux, parce que ça va être tout dans nos yeux. Des manteaux imperméables, des pantalons imperméables, des bottes d'hiver. Encore une fois, clairement, ça dépend de la température. Moi, par exemple, j'ai quelques règles pour la transition entre les saisons. Au-dessous de 15 degrés Celsius, j'ai besoin de mettre un coupe-vent. Et au-dessous de 10 degrés Celsius, j'ai besoin de mettre des gants. Et ça, again, chacun sa tolérance pour le froid. Je vois qu'il y a déjà 2 questions dans la boîte de clavardage. Si d'autres personnes ont également des questions, c'est le moment de les poser. Par contre, moi, je peux vous faire une petite conclusion bien bref et rapide là, de qu'est-ce qui vient d'être dit. Donc, 1, être visible. Deuxièmement, protéger son vélo et ses effets personnels avec des garde-boue et des sacoches. Et troisièmement, adapter son habillement en fonction de la température. Ce ne sera pas bien long. Je vais laisser entrer des gens au webinaire. Pour ce qui est des questions dans la boîte de clavardage, on a une première question qui, Adam, je suis certaine que tu vas sûrement pouvoir y répondre, du moins à ta connaissance. Donc, quelqu'un nous pose la question, quelqu'un qui vient de déménager dans la région, qui est habitué de faire du vélo 4 saisons, mais à Montréal, puis elle se demande à quel point c'est réaliste de pouvoir faire du vélo 4 saisons dans un secteur comme Rock Forest ou Saint-Élie. Je ne sais pas ce que tu en penses, volet déneigement, conduite du vélo. Ben ça, en fait, l'idéal, c'est de trouver des pistes cyclables parce que même en hiver, les pistes cyclables sont bien damées et plus ou moins déneigées. Donc vraiment, ça roule bien sur les pistes cyclables. Le coin de Roquefort, Saint-Élie, ça peut être correct, mais il y a quand même des routes où il n'y a pas vraiment un shoulder juste pour les vélos. Non, il y a juste une route pour les voitures. Là, par exemple, je recommanderais d'éviter les routes qui sont juste faites pour les voitures, où il n'y a pas assez d'espace pour aussi accommoder un vélo,
Et si jamais on a besoin de prendre une de ces routes, des fois on se dit, ah, je vais juste me mettre sur le bord de la route, mais vraiment, il ne faut pas hésiter de se mettre au plein centre, like, au milieu, là, pour prendre tout l'espace, parce que si jamais on se met sur le bord de la route, là, on permet à l'auto de se mettre juste à côté de nous, et ça devient encore plus dangereux, en fait. Donc, idéalement, c'est de se mettre juste en plein centre, même si on ralentit un peu le trafic, ils peuvent toujours changer de voie pour dépasser le vélo. Et c'est ça, c'est ce qui est plus sécuritaire. Aussi, Myriam, je pense que ça dépend aussi de la longueur de ton trajet. Donc, again, c'est vraiment un truc de probabilité un peu simple. Donc, plus longtemps tu roules, plus il y a une probabilité de danger, mettons. Donc, moi, je dirais, je limiterais des déplacements jusqu'à 25 minutes. Mais c'est réaliste, je dirais. Parfait. On a une autre question. Pour ce qui est de la protection des éléments d'un vélo électrique, l'humidité, la neige, est-ce que tu aurais des conseils de ce côté-là? Ben, c'est ça, avec un vélo électrique. En vrai, on va un peu parler des cas de vélo ou des types de vélos qui sont un peu plus recommandés. Mais un vélo électrique, c'est un vélo relativement cher, relativement précieux. Il faut vraiment bien l'entretenir. Donc, entretenir, c'est-à-dire le nettoyer souvent. Mais juste le nettoyer, être sûr qu'il n'y a pas de sludge, qu'il n'y a pas de sel, parce que c'est pas forcément le fait qu'il y a un peu de boue qui se met dessus, non, c'est le fait que ça reste pendant longtemps, et là, ça commence à avoir un effet négatif ou néfaste. Donc, vraiment, juste de garder toujours le vélo propre et lubrifié, et ça dépend des rides, avec si par exemple tu sors pendant une journée et puis il y a de la sludge, même si c'est juste une sortie, mais si on voit que le vélo, il y a de la sludge partout, il y a de la boue, il faut le nettoyer. Et aussi, l'inverse est correct aussi. Si tu sors avec ton vélo pendant tout un mois et tu n'as jamais fait du vélo sous la pluie ou dans la neige ou dans la boue, et le vélo a l'air propre, donc il n'y aura pas forcément besoin de le nettoyer. Donc c'est ça un peu. Ouais, donc avec un vélo électrique, c'est aussi possible, mais il faut faire un peu plus d'entretien. OK. Parfait. Une troisième question. Donc, est-ce que le vélo hybride va être celui qui va permettre le plus de modularité, de le moduler dans le fond, de l'adapter, de pouvoir mettre des pneus plus larges, des porte-bagages, puis des garde-boue? Très bon point, ouais, je suis complètement d'accord. Un vélo hybride, c'est vraiment le meilleur compromis, mettons. Donc, c'est pas des pneus trop larges, donc ça permet d'aller relativement plus vite. Et en même temps, on peut mettre des pneus avec des crampons qui sont pas vraiment trop minces. Donc, on est toujours en sécurité et on peut avancer sur la neige. Et aussi, sûrement pour les porte-bagages et les garde-boue, normalement, il y a suffisamment d'espace entre la fourche. Donc, vraiment, le vélo que j'avais montré en exemple, c'est un vélo commuter bike. Donc, c'est un peu un vélo hybride, en fait. C'est pas un vélo de route avec des drop handlebars, et c'est pas non plus un vélo de montagne avec des suspensions, c'est juste un commuter bike. Donc, oui, tout à fait. Parfait. Donc, ça fait le tour de nos questions pour cette section-ci. Est-ce que tu as encore Tu peux-tu encore cliquer, toi? Oui, OK. Parfait. Donc, notre prochaine section qui est le cadre et les pneus du vélo. On vous pose encore une question. Selon vous, quel est le meilleur matériel pour le cadre d'un vélo qu'on utilise l'hiver? Donc, on a 3 choix. A, l'aluminium, B, le carbone et C, l'acier. Puis, même principe, je vous invite à mettre la lettre qui correspond à votre réponse dans la boîte de conversation. C'est bon.
Donc, on voit que les réponses sont très, très, très fortement le A. On voit quelqu'un dit tout sauf B. Ouais, donc là, en fait, encore une fois, je sais, le carbone, c'est le plus fancy. Et il y a plein de monde qui vont dire, ah, bah, peut-être le carbone est un peu plus fragile pour l'hiver, ça va pas tenir. Mais la réalité, là, il y a des vélos haut de gamme, des fat bikes qui sont faits pour l'hiver et qui sont en carbone. Donc, en fait, on peut utiliser les trois. Mais ce qu'on va recommander, pareil, je vais juste regarder c'était qui la personne qui avait dit tout sauver, Isabelle. Donc, ce qu'on recommande fortement, pareil, c'est d'aller trouver un vélo qui n'est pas forcément cher, qui est un vélo dans votre garage déjà qui sert pas à grand chose, et l'adapter pour être un vélo d'hiver, juste pour avoir l'esprit tranquille et de ne pas avoir à l'entretenir assez souvent. Et ça, mais si on le veut, par exemple, la personne qui veut rouler en hiver avec un vélo électrique, c'est possible. Ou la personne qui veut rouler en hiver avec un vélo en carbone de montagne, c'est encore possible. Mais là, parce que le vélo vaut un peu plus cher, il va falloir vraiment le maintenir un peu plus. Et ça. À part de ça, là, on va parler un peu plus des pneus qu'on va avoir sur nos vélos. Donc, partir de droite jusqu'à gauche, donc tout à droite, on voit des pneus lisses ou gripless tires. Donc, clairement, on ne veut pas ça pour l'hiver. Et juste à côté, on voit qu'il y a des pneus cloutés avec des crampons. Et ça, c'est vraiment le optimal, la sécurité optimale. Et puis, juste à côté, il y a des pneus cloutés avec moins de crampons. Et tout à gauche, il y a des pneus avec des crampons qui peuvent toujours aussi faire le job. Moi, par exemple, je roule en hiver avec un vélo de montagne, pour l'occurrence, et qui a des pneus avec des crampons et même pas des pneus cloutés. Donc là, on avait mis dans un tableau récapitulatif un peu les avantages et les inconvénients de chaque type / largeur de vélo. Donc si on regarde les pneus minces par exemple, c'est cool, ça coupe à travers la neige, ça permet d'avancer plus vite, mais l'inconvénient, clairement, c'est que c'est moins stable, et ça peut noyer sous la neige si par exemple il y a beaucoup de neige sur la route. Les pneus un peu plus larges sont plus confortables parce qu'on peut mettre moins de pression dans les pneus. Plus polyvalent, on peut rouler avec sur la glace, du gravier, de la neige, de l'asphalte, mais c'est un peu plus lourd, un peu plus lent et des fois il y a des limites de compatibilité avec le vélo. Par exemple, si on a un vélo de route et on veut mettre des pneus 40 mm, c'est pas possible. Ça prend un peu un vélo gravel, par exemple, si on veut être capable de faire ça. Et finalement, les pneus cloutés, qui sont, again, encore une fois, les plus sécuritaires. Par contre, ils sont plus lourds, plus lents, un peu plus coûteux. Et s'il n'y a pas de la neige sur la route, il y a plus un paramètre qu'on appelle rolling resistance. Donc vraiment, c'est moins efficace de rouler avec sur l'asphalte. Donc là, il y a un autre tableau qui montre un peu, ok, quelles sont les largeurs de pneus que je peux fitter sur ma jambe. Donc à gauche, la colonne, on voit la largeur intérieure des jantes en millimètres, donc 13, 15, 17. Et puis, on voit les différentes largeurs de pneus qu'on peut fitter dessus. Donc moi, je dirais des pneus minces, ça va être entre 18 et 28 mm. Entre 32 et 44, je dirais ça, c'est un peu les pneus larges. Et puis, au-delà de 44, je dirais c'est les fat bikes. Il est vraiment super large. Donc, pour la section cadre et pneus, c'est terminé. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de clavardage. Si je conclue rapidement ce qu'on vient de se dire, bien, en fait, conseil numéro 1, bien, tous les vélos peuvent rouler l'hiver. Il s'agit seulement des adapter. Ensuite, le meilleur compromis va vraiment être un pneu large.
Je vois qu'il n'y a pas de question dans la boîte de clavardage, mais moi, j'en ai une personnellement. Moi Ok. qui est comme pas du tout une mécano aguerrie, est-ce que moi, je serais en mesure moi-même d'adapter mon vélo, donc de changer le pneu pour un pneu plus large? Est-ce que l'espace, vu qu'il est restreint, ça va être difficile pour quelqu'un de changer le pneu ou pas du tout? C'est le même principe que quand on change une crevaison ou un pneu régulier, tu sais. Changer la taille, est-ce que ça affecte la difficulté ou non? Bah, en vrai, oui, c'est ça, tout dépendamment de ton vélo. Donc, c'est quoi ton vélo? Est-ce que c'est un vélo hybride? Hybride, ouais. Ok. Et c'est quoi la taille des pneus que tu as dessus? Est-ce que tu connais? Je pourrais pas dire. Ok. Comme je dis, moi, côté mécano, puis côté, ouais, c'est moins ma tasse de thé. Non, mais c'est que, honestly, ça sera encore une fois, comme on avait montré dans l'image, c'est juste avec un measuring tape, d'aller voir c'est quoi la distance entre la fourche et la jante. Euh, Puis un 4 cm, ça sera bon pour aller jusqu'à 40 mm de largeur de pneu, par exemple. Si c'est moins que ça va être un peu de essai-erreur. Euh, donc, par exemple, tu peux aller à la déraille, à notre coop. Tu peux ramener ton vélo et puis sur place, il y aura probablement, ou tu peux juste communiquer avec avant d'aller sur place et tu peux demander est-ce que j'aimerais essayer différentes largeurs de pneus, puis voir c'est quoi le maximum que je peux avoir sur mon vélo. Et, euh, et c'est ça, donc vraiment, ça va être de laisser erreur. Et puis, il faut toujours aussi garder en tête que pour ton exemple, tu veux pas juste mettre des pneus plus larges, mais tu veux aussi mettre des garde-boue. Donc, il ne faut pas vraiment mettre le plus possible la large de pneus. Il faut laisser quand même un peu d'espace pour le garde-boue si jamais t'en veux. Parfait. On a une autre question. Donc, si on change la grosseur du pneu pour plus gros, est-ce qu'on doit changer la roue également? Euh, Très bonne question. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais retourner, en arrière avec les slides. Je vais retourner 2 slides. Ouais. Et là, par exemple, on va voir que oui, on peut, mais à un certain limite. Donc, par exemple, je vais prendre les largeurs de la jante intérieure 17 mm. Donc, je suis là. Et on voit sur des jantes qui ont une largeur intérieure de 17 mm, on peut fitter des largeurs de pneus entre 25 mm et 37 mm. Donc si par exemple on voulait augmenter la largeur des pneus sur ce vélo, si par exemple on veut mettre un 44 mm, là dans cet exemple ce ne sera pas possible. Là on va devoir changer la jante, donc changer les roues et aller trouver des roues qui font 19 mm de largeur interne. Euh, mais une très bonne question. Merci, Elisabeth. Donc, on a une autre question. Un vélo de montagne peut rouler toute l'année, tandis qu'un vélo hybride ou un vélo de route vont nécessiter un jeu de pneus plus fait pour l'hiver. Parce qu'on s'entend, mettons, un vélo de montagne a des pneus larges comparé à un vélo hybride ou un Ouais, vélo. ouais. Bah, très bon commentaire. Je dirais que c'est un commentaire plutôt qu'une question, right? Ouais. Oui, Parfait. exact. Il faut ajouter aussi, tu ajoutais comme commentaire également que lorsqu'on a un vélo qui vaut cher, souvent à cause que comme un vélo de montagne a une suspension, deux suspensions, Ouais, ça dépend quand même de ce qu'on veut faire avec un peu. c'est ça. Et Parfait. en vrai, il y a plusieurs façons de faire. Il y a du monde qui garde juste un vélo toute l'année et puis qui change les pneus. Donc, Mhm. un vélo hybride, par exemple, et pendant l'été, on met des pneus plus minces pour aller plus vite. Pendant l'hiver, on met des pneus avec des crampons. Et puis, il y a du monde qui a carrément juste 2 vélos. Un vélo pour l'hiver, un vélo pour l'été. Super. Donc, volet entretien. Encore une fois, on vous achale, on vous pose une question. Quel type de frein vous pensez que c'est le plus idéal quand on roule l'hiver? Donc, A, le frein à disque ou B, le frein sur jante.
Elle est plus difficile, celle-là, je pense que ça rentre un peu plus timidement. Ouais. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est très partagé, hein. Il n'y a pas un qui sort plus que l'autre. Il y a même quelqu'un qui dit que ça présente chacun des inconvénients puis d'autres des avantages. C'est ça, en fait, l'idéal, c'est d'avoir des freins à disque, parce qu'il y a moins d'accumulation de neige entre les patins de frein et le disque. Et en fait, si on regarde en général les différents types de freins sur des vélos, normalement pour les vélos de montagne ou pour les vélos sur lesquels il y a plus d'accélération et de choc, ça utilise des freins à disque. Et c'est plus sécuritaire d'utiliser des freins à disque. Par contre, si on a un vélo qui a juste des freins sur jante, ça peut marcher pareil. Avec moi, par exemple, sur mon vélo, j'ai des freins à disque en avant, j'ai des freins sur jante en arrière. Et là, ce qu'il faut faire, c'est juste faire attention, toujours checker, regarder s'il y a de l'accumulation de neige entre les patins de frein et la jante, parce que là, ça peut devenir dangereux. Mais ça peut être vraiment une option aussi, là, que ça peut fonctionner, aucun problème pendant l'hiver. Il faut juste être plus vigilant et toujours garder un œil sur ça. Ouais, entretien. De ce qui est de l'entretien, on peut utiliser. Donc, au-delà de certaines températures, en basse température, parfois les propriétés du lubrifiant ou du liquide peuvent changer, comme par exemple la viscosité. Mais là, en général, il y a deux types différents de lubrifiants. Il y a un wet lubricant, qui est fait pour les conditions un peu plus mouillées, donc il y a de la pluie, il y a de la neige, et il y a aussi un dry lubricant. Donc pour l'hiver, évidemment, on suggère d'utiliser un wet lubricant ou un lubrifiant qui est fait pour ces conditions. Ça va juste être mieux pour le système de transmission, puis tout. Et aussi, je réitère, comme je viens de dire, le meilleur conseil, c'est vraiment de toujours essayer de garder le vélo propre. Donc, encore une fois, Alexis, si on regarde le vélo et ça a l'air propre, il n'y a vraiment pas besoin de nettoyer, mais c'est ça, il faut juste le garder propre. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de clavardage. Donc, résumé rapide de tout ce qu'on vient de dire. Donc, oui, les freins à disque sont l'idéal l'hiver, mais les freins sur jante, c'est possible également. Toujours vérifier qu'il n'y a pas d'accumulation de neige, de glace ou de sludge sur les composantes du vélo. Et troisièmement, bien lubrifier sa chaîne et nettoyer son vélo. On a une question ici. Est-ce que le caoutchouc des freins sur jante ne freine plus en dessous de certaines températures, donc qui arrête de fonctionner? Non, c'est une bonne question vraiment, mais ça freine toujours. Mais le seul souci, c'est vraiment s'il y a une fine couche de glace, c'est là que ça ne va pas freiner. Mais dans toutes les températures, je l'ai bien essayé, first hand, et oui, ça freine. Mais d'ailleurs, il faut vraiment aussi, ça c'est des consignes de sécurité un peu plus générales. Il faut freiner en avance, par contre. Donc, si par exemple on fait une descente et on est à Sherbrooke, là, donc il y a plein de montées et plein de descentes. Moi, par exemple, pour arriver chez nous, il y a une grosse descente. Il faut vraiment prévoir en avance le stop sign. Il faut vraiment freiner bien en avance et pas attendre aux dernières minutes parce que ça freine un peu moins des fois. On a une seconde question. Donc, les vélos à pignon fixe sont-ils une option pour l'hiver?
à Sherbrooke ou du moins toute la saison, peu importe l'été ou hiver? Quelqu'un répond, ça dépend de la quantité de côtes que tu as à franchir. On En dit vrai, à moi, Sherbrooke, qu'est-ce que c'est? c'est une très bonne question. En vrai, le fixé, single geared bike, normalement, c'est les vélos qui ont besoin du moins d'entretien. Vraiment le moins d'entretien. Je donne un exemple. Le changement de chaîne. Ça fait partie de l'entretien général du vélo. Par exemple, si on a un vélo qui a 10 vitesses sur la cassette, on va devoir changer la chaîne plus souvent comparé à un vélo qui a moins de vitesses sur la cassette, qui a par exemple 7 vitesses sur la cassette, ou qui a juste une single gear. Et ça, c'est dépendamment de l'étirement de la chaîne. Donc si on a juste single gear, on peut se permettre d'utiliser la même chaîne plus longtemps, même si elle est plus étirée. Et normalement, c'est un des vélos qui sont le plus recommandés en hiver, mais par contre, à Sherbrooke, avec les côtes, ça va être difficile parce que pour monter sur une côte avec de la neige, ça va être vraiment un défi là. Avec une fixée. Moi, j'avais une fixée pendant un été à Sherbrooke pendant un petit moment là. C'était sportif, je sentais mes muscles puis tout. C'était toujours faisable. Et encore une fois, l'idéal, ça sera le vélo avec le moins d'entretien été ou hiver, mais c'est juste à cause de la neige et les côtes, ça va juste être vraiment difficile. Et on a besoin des vitesses, on a besoin de changer de vitesse pour que ça soit plus simple et à monter. Parce que des fois, là, que ça dérape, ou je sais pas vraiment c'est quoi le mot, mais des fois, it slips dans la neige, donc on a besoin de changer de pignon pour être capable de monter. Ouais. Ensuite, quelqu'un demande s'il y a un prix, j'imagine un trophée pour les héros puis les héroïnes du vélo d'hiver. Je pense que c'est un bon commentaire. Il devrait en avoir, en tout cas à Sherbrooke, parce qu'effectivement, avec les côtes, c'est tout un défi. Ouais. Ensuite, quelqu'un nous demande les vélos de montagne qui ont un seul plateau au lieu de 3, par exemple, résultent moins d'usure sur la chaîne ou non? Désolé, la dernière partie de la question. Les nouveaux vélos de montagne, dans le fond, qui ont juste un plateau, Ouais. est-ce que ça use moins la chaîne? En fait, l'usure de la chaîne, ça dépend du cycliste et pas forcément des combinaisons de gears. Comment? Si par exemple, tu es quelqu'un qui utilise toujours les combinaisons de pignon et plateau plus difficiles, donc tu exerces plus de force d'étirement sur la chaîne, ça va user la chaîne un peu plus vite parce qu'encore une fois, l'usure de la chaîne, c'est vraiment l'étirement. Et normalement, c'est mesuré en pourcentage. Donc, par exemple, il y a un outil qu'on utilise à l'atelier qui montre à quel point une chaîne est étirée. Il y a des pourcentages de 0,5% d'étirement, 1% d'étirement. Normalement, la règle, c'est de changer la chaîne quand c'est usé au-delà de 0,75% d'étirement. Donc, encore une fois, pour répondre à la question, c'est si on utilise des combinaisons de plateaux, pignons, qui nous permet de pédaler ou d'avancer sans trop forcer sur la chaîne, normalement, ça va durer plus longtemps. Mais si on utilise des vitesses plus difficiles qui exigent qu'on met beaucoup plus de force sur la chaîne, ça va user la chaîne plus rapidement. Super. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Par contre, moi, j'en ai une. Okay. Donc, tu mentionnais comme dernier point, comme quoi il fallait garder le vélo propre. Quand tu finis ta ride, admettons, qu'est-ce que tu regardes exactement? Est-ce que c'est justement les freins sur jante, le dérailleur, la chaîne? Ça va être ça tes points focaux? Oui, absolument. Les trucs les plus importants, c'est les freins pour être capable de s'arrêter.
tout le système de transmission. Des fois, sur mon dérailleur avant, par exemple, des fois, j'ai de la neige qui s'enfonce entre mon dérailleur et le vertical tube dans le frame de mon vélo, et puis qui gèle. Et puis là, je suis plus capable de changer de vitesse. Donc ça, par exemple, et ça dépend aussi où est-ce qu'on entrepose le vélo. Est-ce qu'on rentre le vélo à l'intérieur? Est-ce qu'on le garde à l'extérieur? Moi, je rentre mon vélo à l'intérieur normalement. Et là, ça permet à tout dégeler. Thank you, dégeler. Super. Donc, je crois que ça fait le tour de nos questions et de notre webinaire. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire. Comme je vous dis, il va être disponible sur Internet, puis on va vous envoyer un lien que vous pourrez partager ou revoir au besoin. On espère qu'aujourd'hui, on a été en mesure de vous prouver à quel point c'est possible de faire du vélo l'hiver, puis même que ça peut être agréable. Donc, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup.